Bonsoir. Le gouvernement a annoncé le mercredi 24 novembre le déréférencement du site Wish des moteurs de recherche et des plateformes en ligne, en raison de la vente de produits non conformes. La plateforme américaine a annoncé qu'elle engageait une action en justice pour contester cette décision qu'elle considère comme un acte illégal et disproportionné. L'accès au site sera en revanche toujours possible en tapant l'adresse directement. Le gouvernement, qui a enquêté sur un certain nombre d'opérateurs en ligne, a déclaré dans un communiqué que son organisme de surveillance des consommateurs avait constaté qu'une grande partie des produits examinés sur le site Wish étaient dangereux. Selon la répression des fraudes, Wish, qui est exploité par Contexte Logique et basé à San Francisco, n'avait pas réussi à rappeler les produits non conformes de manière satisfaisante, ni à informer clairement les consommateurs des risques de certains produits vendus sur sa plateforme. De son côté, Wish a déclaré avoir toujours répondu aux demandes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de retirer notamment des articles et de tenter d'engager un dialogue constructif avec l'organisme de surveillance des consommateurs. Les actions de Contexte Logique, cotées au Nasdaq, étaient en baisse de 5% avant l'ouverture du marché mercredi. Le communiqué du gouvernement cite des produits électroniques, notamment des guirlandes lumineuses et des adaptateurs électriques susceptibles de provoquer des chocs électriques, des jouets pour animaux présentant des risques d'étouffement et des bijoux contenant des produits chimiques dangereux comme du plomb. Sur un échantillon de 140 produits, 45% des jouets, 90% des produits électriques et 62% des bijoux étaient dangereux selon l'organisme de surveillance. Wish a retiré les articles identifiés comme dangereux dans les 24 heures, mais ces produits sont souvent restés sur le site sous une forme différente. Le gouvernement a déclaré qu'il avait lancé un ultimatum de 2 mois à Wish en juillet pour qu'il cesse de tromper les consommateurs sur les risques associés à certains de ces produits. Wish a enfin déclaré que bien qu'il n'ait aucune obligation légale de procéder à des contrôles sur les 150 millions de produits vendus sur sa plateforme, il a tout de même investi dans un certain nombre de mesures visant à promouvoir des produits de meilleure qualité. Les autorités françaises ont déclaré que la décision concernant le site Wish visait à envoyer un signal fort à un moment où le projet de loi de l'Union européenne sur les services numériques visant à responsabiliser les entreprises technologiques dans le monde en ligne est en cours de finalisation. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré mardi 23 novembre qu'il était urgent de renforcer les mesures de sécurité dans les stades de football. Cette déclaration fait suite à la dernière flambée de violence lors de la rencontre OL-OM. Wilfried, supporter de l'OL, a jeté une bouteille d'eau sur le joueur Dimitri Payet depuis les tribunes. La rencontre a été suspendue 2 heures avant d'être définitivement annulée. M. Darmanin a déclaré que les autorités examinaient des domaines tels que l'interdiction d'accès des supporters au stade, la mise en place de davantage de caméras de surveillance aux abords des sites et la clarification de la question de savoir qui serait habilité à annuler les matchs en cas de violence des supporters. Nous avons fait une longue discussion, un long échange sur les améliorations que nous considérons tous extrêmement nécessaires pour améliorer la sécurité dans les stades, pour empêcher les actes évidemment contraires à l'esprit du jeu, aux actes d'agression qu'on a malheureusement pu constater encore une fois dimanche. L'arbitre Rudy Buquet a renvoyé les joueurs au vestiaire après que Payet soit tombé au sol alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Wilfried a été jugé en comparution immédiate et condamné ce mardi à 6 mois de prison avec sursis, une peine plus légère que les 6 mois de prison ferme réclamés par le ministère public, souhaitant une peine exemplaire. Frappé d'une interdiction de stade, le livreur de 32 ans devra indemniser les parties civiles à hauteur d'1 euro symbolique. Jamel, un supporter, s'est constitué partie civile et avait réclamé le remboursement de ses 2 places en loge, à savoir 500 €. Dépité, il a commenté la décision de justice en disant, je cite, « Il s'en sort bien, on était 50 000 personnes à lui en vouloir. Il a gâché notre soirée. » Nous avons convenu de travailler ensemble sur 4 sujets. Le premier est celui, évidemment, de la question sur l'autorité de M. le garde des Sceaux de l'interdiction des stades et des réponses. Si vous le souhaitez, il pourra le détailler. La question de la sécurisation même des stades, des caméras de vidéoprotection et des filets. La Ligue et la Fédération y travaillent. La question, évidemment,
de la sécurité privée, puisque nous devons améliorer encore l'accès, si j'ose dire, et le contrôle à l'accès des stades. Et puis enfin, et sans doute la question la plus importante qu'on a vue dimanche, l'accélération du processus de décision de qui arrête un match, comment on arrête un match, quelle responsabilité pour arrêter ce match, entre évidemment le rôle essentiel de l'arbitre, dont nous sommes tous évidemment extrêmement attentifs. Si, pour l'avocat de Wilfried, maître David Metaxa, la violence est consubstantielle à ce sport, M. Darmanin affirme pour sa part que nous devons parvenir à des conclusions afin d'éviter que de telles choses se reproduisent pour que le football reste ce qu'il est, un événement populaire. La commission disciplinaire de la Ligue française a déclaré lundi 22 novembre que Lyon jouerait ses matchs de Ligue 1 à domicile, à huis clos, jusqu'à ce qu'elle statue sur l'incident le 8 décembre après enquête. Alors que des migrants restent bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, hier, Macron a déclaré que l'Europe continuera à faire pression sur le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Hier, Macron s'est entretenu avec plusieurs responsables européens au sujet de la crise à la frontière biélorusse. Recevant la première ministre estonienne Kaja Kallas, en préambule à leur réunion, Macron a réaffirmé la position de la France. Et nous continuerons à faire pression sur Alexandre Loukachenko afin que soit mise fin à ces pratiques inacceptables. L'Europe ne peut être prise en otage par des manipulations en la matière. Une position partagée par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, que Macron a rencontré tôt hier matin. Nous voulons apaiser cette tension, mais s'il y a une escalade de l'autre partie, la partie biélorusse, nous sommes prêts à monter, malheureusement, dans cette échelle d'escalade. Par exemple, en imposant des sanctions économiques, la fermeture des frontières, la fermeture des passages frontaliers pour le fret et le trafic ferroviaire. Et nous utiliserons, malheureusement, cette échelle d'escalade si ces attaques s'intensifient. La crise survient à un moment où Bruxelles est engagée dans un différend de longue date avec Varsovie concernant l'indépendance du système judiciaire polonais et la liberté de la presse. En octobre, la justice polonaise a remis en cause la suprématie du droit communautaire dans une décision de justice, ce que l'Union européenne a interprété comme un défi direct à l'unité de l'ordre juridique européen et qui a fait craindre une éventuelle sortie de la Pologne de l'Union. On peut légitimement s'interroger d'ailleurs sur l'impartialité des institutions européennes qui s'inquiètent de la remise en cause de la primauté du droit de l'Union uniquement dans certains cas et en fonction de calculs politiciens et de motivations dont tout le monde voit bien qu'elles sont beaucoup plus idéologiques que juridiques. L'afflux de migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie a été soutenu par l'aide de sociétés privées et le chef de la Commission européenne a déclaré que ces sociétés seraient bientôt sanctionnées. David Vives de NTD s'est entretenu avec le fondateur d'un groupe de réflexion sur la sécurité qui affirme que l'afflux peut être attribué à des organisations criminelles avec l'aide du régime biélorusse. L'Union européenne va imposer des sanctions à la compagnie aérienne publique biélorusse Belavia ainsi qu'à des agences de voyage impliquées dans le trafic de migrants. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait cette annonce mercredi. Les sanctions devront être approuvées par les États membres dans les prochains jours, alors que près de 10 000 migrants attendent toujours à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne pour entrer dans l'UE. L'afflux de migrants a été largement dénoncé comme une forme de chantage politique exercé par la Biélorussie. Selon le fondateur du groupe de réflexion sur la sécurité, Emmanuel Dupuis, l'absence de réaction forte de l'UE est en partie responsable de cette crise. Peut-être que l'Union européenne n'est pas aussi forte qu'elle aurait dû l'être dans sa réponse. Il s'agit de la manière dont l'Union européenne traite la question de la migration dans son ensemble, et pas seulement lorsqu'il s'agit des relations bilatérales entre la Pologne et la Biélorussie. Madame von der Leyen accuse le régime biélorusse dirigé par Alexandre Loukachenko de faciliter la vague de migrants. Elle affirme que l'acheminement de migrants du Moyen-Orient vers la Pologne est une attaque hybride contre l'UE. Selon Dupuis, le trafic de migrants est le fait de la mafia ou de groupes agissant en coopération avec le gouvernement biélorusse. Selon un rapport qui a été évalué par Interpol, les passeurs gagnent plus de 4 milliards de dollars par an. Bien sûr, quand on parle de migration artificielle, et encore une fois, ce ne sont pas des migrants. Il s'agit d'un outil dans une boîte à outils pour certains dirigeants qui se disent « Ok, je vais les utiliser pour faire pression sur l'Union européenne ».
Selon lui, le président turc, qui a ouvertement menacé l'Union européenne en 2016, a laissé une vague migratoire entrer en Europe. Il a ensuite conclu un accord avec le bloc pour mettre fin à l'afflux de migrants. C'est un succès pour la Turquie, qui a obtenu 6 milliards d'euros pour la période 2016-2026. Rappelons-nous la situation. Le président Erdogan a dit « Si vous ne me donnez pas l'argent, je laisse les migrants passer ». Et il l'a fait il y a 2 ans. Alors que les températures se refroidissent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, une solution devrait bientôt être trouvée afin d'éviter une crise humanitaire. 13 migrants ont déjà été signalés morts par les agences humanitaires en raison de conditions difficiles. David Vives, NTD News. Partons maintenant pour le Royaume-Uni. Une enquête menée par Unison, le syndicat de la fonction publique britannique, révèle que certains résidents de maisons de soins meurent seuls et que leurs besoins quotidiens sont négligés en raison du niveau dangereusement bas du nombre de membres du personnel. Presque tous les soignants interrogés ont parlé de pénurie de personnel, l'épuisement professionnel et les bas salaires étant les principales raisons invoquées. Environ un tiers des employés ont déclaré que le manque de personnel était à un niveau dangereux. Ce reportage a été préparé par Malcolm Hudson de NTD. Selon une enquête d'Unison, les personnes placées dans des établissements de soins sont privées d'une fin de vie digne, car il n'y a pas assez de personnel pour les accompagner pendant les dernières heures. 31% des soignants ont déclaré que le nombre de personnel est dangereusement bas, aggravant et affectant négativement la qualité des soins. 97% ont déclaré que leur employeur connaît actuellement des pénuries de personnel. Unison a interrogé plus de 1600 employés en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord qui travaillent pour des maisons de retraite ou qui soignent à domicile. Les personnes interrogées ont fait remarquer que les gens ne prenaient pas régulièrement des bains ou des douches, que les repas sont pris en retard, que certains résidents étaient mis au lit plus tôt pour que le personnel puisse s'occuper de tout le monde, et que les résidents n'ont pas assez de temps en tête-à-tête. Une soignante dit qu'elle a récemment dû choisir entre tenir la main d'un résident mourant et aller en nettoyer un autre. La pression est trop forte pour certains. Parmi les employés qui envisagent de quitter le secteur des soins, les principales raisons invoquées sont le stress et la santé mentale, ainsi que de meilleurs salaires dans d'autres secteurs. La deuxième raison la plus importante est la vaccination obligatoire des employés de maisons de retraite qui doit entrer pleinement en vigueur le jour de Noël. Unison craint que cela n'entraîne une exode du personnel et n'affecte un secteur déjà vulnérable. Malcolm Hudson, NTD News, Londres. Les membres du Parlement européen ont averti que la crise politique en Bosnie pourrait rallumer la guerre civile dans le pays des Balkans. Lors d'un débat à Strasbourg mardi, les membres ont appelé l'UE à imposer des sanctions pour préserver l'intégrité territoriale de la Bosnie. David English de NTD nous en dit plus. Les membres du Parlement européen ont exprimé mardi leur inquiétude face à la crise politique en Bosnie. 25 ans après la guerre civile au cours de laquelle plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, la Bosnie-Herzégovine est à nouveau au bord de l'effondrement. Cela pourrait marquer un retour à la violence des années 90, un scénario que nous ne voulons même pas envisager. Milorad Dodik, le leader de la Republika Srpska, dominée par les Serbes, a annoncé en octobre des plans visant à créer une armée et un système judiciaire pour l'enclave serbe. Ces mouvements de sécession inquiètent l'OTAN, les États-Unis et l'Union européenne. Les députés ont demandé à l'Union européenne d'imposer des sanctions pour préserver l'intégrité territoriale de la Bosnie. Nous sommes déterminés à aider les dirigeants du pays à prendre des mesures pour désamorcer la situation, reprendre le dialogue et traiter le fond des questions qui alimentent les tensions. Tous les partis politiques doivent réintégrer les institutions de l'État et s'assurer de leur bon fonctionnement. L'accord de paix de 1995, qui a mis fin à une guerre de 3 ans, a divisé la Bosnie en 2 entités. La Republika Srpska, dirigée par les Serbes, et la Fédération de Bosnie et Herzégovine. Les entités jouissent d'une large autonomie, mais restent liées par certaines institutions communes. David English, NTD News. Rendons-nous maintenant chez le voisin de la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, où les conditions de vie sur le site de construction d'une usine de pneus chinoise inquiètent les groupes de défense des droits de l'homme. Les travailleurs vietnamiens qui construisent l'usine vivraient dans des dortoirs froids, sans eau chaude et sans nourriture suffisante.
Certains groupes de défense des droits de l'homme ont averti que les travailleurs pourraient être victimes de la traite des êtres humains, voire de l'esclavage. Ce reportage est réalisé par Joy Duguid de NTD. Sur ce site du nord de la Serbie, près de 500 travailleurs vivraient dans des conditions difficiles. Des travailleurs vietnamiens participent à la construction de la première usine chinoise de pneus de voitures en Europe. Ils disent vivre dans des casernes sans chauffage et sans nourriture en quantité suffisante. Nous avons un gros problème. Pas d'électricité, pas d'eau et pas de salaire. Une centaine de camarades de travail de Nguyen Van Trai qui vivent dans la même caserne se sont mis en grève pour protester contre leur situation. Certains d'entre eux ont été licenciés pour cette raison. Cette situation a attiré l'attention des groupes de défense des droits de l'homme en Serbie qui ont averti que les travailleurs pourraient être victimes de la traite d'êtres humains, voire de l'esclavage. Nous assistons actuellement à une violation des droits de l'homme car les travailleurs vietnamiens vivent dans des conditions terribles. Leurs passeports et leurs cartes d'identité ont été confisqués par les employeurs chinois. Ils sont ici depuis le mois de mai de cette année et ils n'ont reçu qu'un seul salaire. Le propriétaire de l'usine, Shandong Linglong Tire Company, a nié aux médias serbes que l'entreprise soit responsable des travailleurs. Il a déclaré qu'il ne les employait pas directement et a imputé leur situation à des sous-traitants et à des agences de placement au Vietnam. La société a également nié que les travailleurs vivaient dans de mauvaises conditions et a promis de leur rendre leurs documents. La Serbie est un endroit clé pour l'expansion de la Chine. Les banques chinoises ont accordé à la Serbie des crédits s'élevant à plusieurs milliards d'euros afin de financer les entreprises chinoises pour la construction de leur infrastructure. Joy Duguid, NTD News. Le Premier ministre italien Mario Draghi a opposé son veto au 3e rachat d'entreprises dans le pays par des Chinois depuis que son gouvernement est entré en fonction au mois de février. C'est ce qui ressort d'un document déposé à Hong Kong par le groupe Zhejiang Jingsheng Mechanical. Le gouvernement s'est inquiété du rachat de l'équipementier Applied Materials en Italie qui aurait pu avoir des conséquences dans le secteur des semi-conducteurs. L'Italie se réserve le droit d'utiliser la législation anti-OPA pour écarter les offres indésirables dans les industries jugées d'importance stratégique. Jusqu'à présent, Rome a stoppé 5 fois des intérêts étrangers en Italie depuis l'introduction de ce pouvoir en 2012. 4 de ces épisodes ont permis de repousser des offres chinoises. Et en parlant de rachat, mardi, un manuscrit rare d'Albert Einstein a été vendu aux enchères chez Christie's à Paris. Alors que l'on s'attendait à ce qu'il soit vendu entre 2 et 3 millions d'euros, l'enchère finale pour le manuscrit a atteint la somme stupéfiante de 11,6 millions d'euros par un acheteur non identifié. Les 50 pages à moitié remplies de l'écriture d'Einstein sont l'un des 2 seuls documents connus dans lesquels le physicien aborde sa célèbre théorie de la relativité. Le correspondant de NTD en France, David Vives, nous en dit plus. Le manuscrit décrit la création de la théorie générale de la relativité, l'une des découvertes les plus remarquables d'Einstein. Le document de 54 pages, appelé manuscrit Einstein-Besseau, est l'un des 2 documents de travail conservés qui témoignent de la naissance de la théorie d'Einstein. Et c'est un manuscrit qui documente la genèse de la théorie de la relativité générale, qui est la découverte probablement la plus importante de la carrière d'Einstein et l'une des théories les plus importantes également de l'histoire de la physique moderne. La théorie générale de la relativité a été développée par Einstein entre 1907 et 1915. Elle stipule que la gravité est une déformation de l'espace et que les objets massifs peuvent déformer l'espace et le temps qui les entoure. Vincent Bellois, expert en livres et manuscrits chez Christie's, a déclaré que le manuscrit remet en question l'image populaire d'Einstein en tant que génie absolu, car il montre que même l'un des scientifiques les plus intelligents du monde a commis des erreurs. Et pour autant, je trouve que ça le rend peut-être encore plus génial d'une certaine manière parce qu'on voit l'obstination, on voit aussi la pensée qui est en train de se construire, qui se corrige, qui se réoriente. La théorie de la relativité a changé à jamais la façon dont les scientifiques comprenaient l'univers et a façonné la physique moderne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.